Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, figurez-vous que au début, j'avais décidé d'écrire un podcast avec un titre un peu Pourquoi se donner le droit à l'erreur est plus facile qu'à faire, où j'avais toujours avec ce terme le droit à l'erreur, parce que je trouve que voilà, j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et au moment où généralement, je fais les plans. Une journée, je fais tous les plans des podcasts, et là, au moment où je commence à me dire je vais enregistrer, je relis le plan pour remettre un peu en tête ce que j'avais écrit avant de me lancer. Et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Donc, je me suis dit que j'allais changer complètement. Donc, je le fais un peu plus, on va dire, sans plan, mais avec les idées, elles étaient là, donc je vais quand même essayer de les dire, mais je vais changer l'angle d'approche. Et donc, plutôt que d'appeler l'épisode Comment se donner le droit à l'erreur, ou voilà, quelque chose qui fait très marketing, ben moi j'ai décidé de l'appeler autrement, c'est célébrer vos erreurs et développer votre résilience. Donc restez avec moi, vous allez découvrir un épisode un peu cadré, mais pas du tout cadré. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabienne Moltor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup d'humour dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors déjà, avant de commencer, j'ai envie d'introduire cet épisode en parlant déjà de l'erreur. Déjà, qu'est-ce qu'une erreur? Déjà, voilà, parce que qu'on peut constater, c'est que une erreur pour moi n'est peut-être pas une erreur pour toi. Donc déjà, on voit que la vision de chacun est différente sur l'erreur. Il y a des personnes qui vont faire une catastrophe d'une certaine type d'erreur, on va dire comme ça, et puis d'autres qui vont dire ah bah ok, bah, ça a merdé, et ils sont déjà passés à la suite. Donc, mettons que moi je prends, et c'est pour ça que je ne vais pas donner forcément d'exemple d'erreur, parce que chacun, comme je suis en train de dire, a sa définition de l'erreur. Mettons que moi j'ai une erreur que je juge, en tout cas comme une erreur. Mon premier réflexe, c'est de me dire punaise, je suis nul, je sais bien que je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Et je commence à me flageller et à être, s'en suivre après ces pensées toutes les contrariétés, la frustration, la honte, et tout ça, tout un tas d'émotions là qui commencent à se mélanger, qu'on ne prend jamais le temps bien évidemment d'analyser, sauf quand on a des clés d'auto-coaching grâce à Fabienne, et que on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je le vis aussi mal, cette erreur? Et puis, tout d'un coup, mon cerveau reprend le dessus avec une belle injonction. Allez, un bon petit truc qui bien corser le tout, parce que j'ai pas le temps. De prendre le temps d'analyser toutes ces émotions, on a bien mieux à faire. Donc tout de suite, allez, bon, maintenant on se ressaisit et on cherche une solution. Et je suis déjà en train de switcher, de changer complètement mon mindset en étant plutôt dans le côté combatif, quoi. Donc, et je n'ai pas du tout analysé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, puisque je n'ai pas traité le point, que je n'ai pas analysé mes émotions, je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi ça me mettait autant mal à l'aise ou autant dans une situation confortable, eh bien, ça va se reproduire. Oui, en fait, ça va se reproduire. Donc, vous allez refaire une erreur, pas la même, hein, c'est une autre chose, mais qui va titiller l'émotion que vous n'avez pas voulu traiter et qui va vous réactiver ce sentiment de honte, etc. Donc, jusqu'à ce que un jour, vous dites, ah non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est de comprendre ce qui m'arrive pour que ça ne se reproduise plus et que je n'ai pas ce rapport à l'erreur qui soit aussi vif quand je fais telle chose. Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'on a ces pensées, ces croyances? Vous avez commencé à comprendre un peu. Derrière, il y a tout un tas de croyances. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire aussi de ces émotions-là. Donc, ça dépend aussi de notre rapport aux émotions. Voilà, des fois, on préfère les cacher, de ne pas savoir que ça existe. Et on essaye d'avancer. Donc là, si on se disait aujourd'hui que nous allions travailler sur justement ces croyances, ces émotions, pour accepter nos erreurs et l'ultime objectif étant d'un jour les célébrer. Pourquoi on va les célébrer? Tout simplement parce qu'on comprend que quand on fait des erreurs, ça nous permet de développer un tas d'autres compétences. Donc, dans la philosophie test and learn, donc c'est tester et apprendre. Donc, ça permet à votre cerveau d'avoir des itérations, d'avoir différentes situations. Et en fait, vous allez développer comme ça une sorte d'intuition parce que vous avez vu tellement de cas d'erreurs que à force d'en faire, votre cerveau, il va commencer à vous trouver des nouvelles solutions, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Donc ça, c'est une façon de dire que l'erreur est importante. Et puis, le fait de devoir être confronté systématiquement à des erreurs, petites au départ, permet de développer sa résilience. Donc, vous développez votre résilience et puis ça va être une compétence dont vous aurez besoin pour pouvoir rebondir quand vous serez dans des situations plus complexes ou plus difficiles. Donc ça, c'est aussi de prendre conscience de ça, de se dire, bon, ok, j'accepte aujourd'hui, ça y est, j'accepte de me dire que l'erreur est importante. Alors, pourquoi c'est si difficile en fait d'accepter que l'erreur soit quelque chose de positif? Parce que, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, l'école change, doucement mais sûrement, mais ça change, heureusement, pour mes enfants, je suis contente de ça. Mais on était dans un rapport où il ne fallait pas faire d'erreur. En plus, on utilisait le beau stylo rouge là pour bien vous faire comprendre que vous n'aviez pas la bonne réponse. Et votre seul objectif, c'était d'avoir la bonne réponse. Votre objectif, c'était pas d'oser faire l'exercice, d'oser prendre la parole. C'était pas ça votre objectif. Votre objectif, c'est d'avoir la bonne réponse. Et quand on rentre dans ce schéma-là, eh bien, il y a une notion de perfection, de ne pas se donner le droit à l'erreur, puisqu'on ne nous autorisait pas enfants à avoir ce droit à l'erreur. Aujourd'hui, nous sommes influencés par cette montée de l'entrepreneuriat qui prône justement le droit à l'erreur, qui vient aussi dans d'autres pays nordiques ou les États-Unis, où justement l'erreur est vraiment mise en avant, et que par exemple, quelqu'un qui dans un recrutement aux États-Unis dit « je n'ai fait aucune erreur », eh ben c'est louche. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Et donc là, c'est vrai que c'est compliqué d'ailleurs pour le recrutement en France parce que les RH s'inspirent comme nous tous de ce qui se fait à l'extérieur. Et en fait, ils viennent avec cette fameuse question, quelles sont les erreurs que vous avez fait dans votre précédent job? Vu que vous n'êtes pas habitué à parler de l'erreur, c'est un petit peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est justement de travailler ça et d'être plus alerte au quotidien sur les erreurs que vous faites et que vous dites, ok, comment j'ai réagi, comment j'ai interagi, est-ce que j'étais en colère, est-ce que j'étais plutôt triste, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui rebondit tout de suite ou est-ce que je suis quelqu'un qui va ruminer longtemps et qui justement est dans sa boucle et a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir sortir de sa roue, et de comprendre aussi votre fonctionnement et comment vous réagissez quant aux émotions quand vous faites une erreur. Ça, c'est vraiment pour moi la clé. Et donc, ce qu'il faut voir aussi derrière l'erreur, c'est notre capacité vis-à-vis de la honte. Souvent, si on est tout seul dans notre bureau et qu'on a fait notre petite erreur, on rigole, on y rigole, hein, on dit « Oh, putain, j'ai fait une grosse connerie, machin. » Et vous passez à la suite. En fait, ce qui est intéressant dans l'erreur, c'est le regard que les autres vous portent. Et donc, vous pouvez être très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc, c'est de travailler aussi votre rapport au regard des autres, parce que ça ne vous autorise pas, ça ne vous aide pas à vous donner ce droit à l'erreur.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait peur du jugement de l'autre? Est-ce que vous imaginez ce que l'autre va penser de vous, par exemple? Donc, tout ça, c'est vraiment important de savoir quel est votre rapport au regard des autres. J'ai écouté la dernière fois une interview d'un comédien qui faisait un one-man show et il a eu en plein one-man show une perte de mémoire. Et c'était, mais la honte. Alors là, il racontait ça en disant que il s'imaginait donc toutes les pensées, mais qu'est-ce que les gens devaient penser. Il était en train de se dire qu'il était incompétent. Donc là, ça a touché sa compétence directement. Et donc quand on rentre dans ce marasme, en plus, on n'arrive même plus à s'en sortir parce que notre cerveau, il est complètement bloqué par les émotions. Et on est incapable de se dire, bah tiens, reprendre de la lucidité. Pour pouvoir reprendre la lucidité et trouver une solution, on doit abaisser ses émotions, mais vous voyez, on est dans un cercle vicieux où en fait les émotions n'arrêtent pas de s'arrêter. Et plus notre cerveau nous dit, mais arrête les émotions, ben, ça ne s'arrête pas et ça justement amplifie le mécanisme. Donc là, il était en sueur, je ne sais pas quoi faire, et en fait, ce qui a été qu'il a ramené en fait à essayer de trouver une solution, c'est que le public, il a commencé à applaudir. Donc le public, il a commencé à applaudir et en fait, il a pas tout de suite compris, mais en tout cas, il a senti que le public était avec lui et l'encourageait. Donc au fait, ce qui était intéressant, c'est que les personnes n'étaient pas en train de se dire « Oh mon Dieu, qu'il est incompétent, etc. » Ils avaient plutôt de la peine pour ce comédien, et avaient envie d'une seule chose, c'est de l'encourager. Donc rappelez-vous que vous n'êtes pas dans la tête des autres. Alors évitez de projeter clairement vos pensées qui n'auront certainement pas. Et rappelez-vous que l'erreur est humaine. Tout le monde le dit. Et donc généralement, les gens ont plus d'empathie vis-à-vis de vous quand vous faites une erreur que de jugement. Donc si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, oui, ben, il y a des gens qui jugent, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, mais dites-vous aussi que si c'est des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment, etc., probablement que la personne elle a plus de peine et justement elle va chercher à vous aider plutôt qu'à vous enfoncer. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, ok Fabienne, je comprends très bien, j'ai honte, comment je gère la honte, ou le mal à l'aise, je me sens inconfortable, je suis pas très à l'aise avec le regard des autres qui montrent que je suis incompétente. Par quoi je remplace tout ça et comment je fais? Donc je vous propose dans cet épisode d'adopter une nouvelle philosophie afin que la première disparaisse. La première, l'émotion qui apparaît plutôt, soit plutôt positive. Donc quand vous faites une erreur, vous vous dites que c'est positif. Donc, vous vous dites, la première chose, c'est que les erreurs, je pense que c'est un peu ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure et que je pense que vous avez touché du doigt, c'est les erreurs permettent d'apprendre plus vite. Plus vous faites des erreurs et plus votre cerveau cherche de nouvelles solutions. Plus vous réalisez 2 fois la boucle, ce que j'ai appelé les itérations, plus vous finirez par trouver la bonne solution. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si vous arrêtez à la première erreur, vous resterez certes une solution un peu bancale, mais ça ne sera pas la plus adaptée ou la meilleure. Donc, l'objectif n'est pas d'être juste du premier coup et d'avoir raison. L'objectif est de tester et expérimenter le plus possible pour que votre cerveau continue d'apprendre. C'est comme si, l'idée, si je devais vous donner une image, c'est comme si vous boostiez votre algorithme personnel avec les erreurs. Un ordinateur, il fait un certain nombre d'hypothèses, il teste. Un algorithme, c'est comme ça. Et après, il voit la solution qui converge avec le plus de paramètres possible et il vous dit, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que tu m'as demandé. C'est un système de test expérimentation, test d'hypothèse et de vous rapprocher le plus possible de la bonne solution. L'idée, c'est de faire la même chose avec votre cerveau, mais avec donc le système d'erreur pareil, sauf que
ça vous nécessite, contrairement à un robot ou contrairement à un ordinateur, de travailler sur vos émotions que génère le fait de faire des erreurs. Alors, pour aller encore plus loin et encore plus au cœur, en fait, pour pouvoir vous dire qu'il y a encore plus de bénéfices des échecs, je vous invite à lire un bouquin qui, moi, m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Alors, il est très simple, ça se lit en 2 jours, même pas. C'est un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, que vous trouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il a un podcast aussi, il est très en fait dans l'idée de vulgariser la philosophie, de rendre accessible la philosophie. Et je trouve que ce premier livre a été, je pense, top vente pour lui, parce que beaucoup de personnes l'ont lu. Je l'ai donné même à mon père, qui l'a adoré, alors que mon père n'aime pas forcément lire, mais il a adoré ce livre, donc je vous invite vraiment à le lire, parce que vous y trouverez des exemples concrets de personnes que vous connaissez, donc ce sont des personnalités, type Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, Steve Jobs. En fait, ce sont des personnes connues de différents secteurs, et qui nous permettent de changer clairement notre regard sur nos échecs. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est inspirant pour se dire, ok, moi, ça m'a beaucoup inspiré personnellement sur mon rapport à l'échec. Et il y a une phrase qui donne dans ce livre, qui est de Nietzsche, qui dit « Deviens ce que tu es », en expliquant que le « deviens », c'est ne te laisse pas enfermer par tes échecs, fais-en des opportunités, et ce que tu es, ça veut dire, mais sans trahir ce qui compte vraiment pour toi, le désir qui te rend singulier. Donc, ce que vous comprenez dans tout ça, c'est oser faire des erreurs, oser les échecs pour pouvoir aussi développer votre résilience et avoir une vie qui vous ressemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, il y avait une partie du plan que j'avais prévue, mais je l'ai orienté de manière différente et j'espère que vous avez apprécié. En attendant, donc, n'hésitez pas à me mettre une petite note, si vous avez le temps, avec un commentaire, ça me fera énormément plaisir sur Apple Podcast, et vous pouvez aussi le faire sur Spotify, au moins la notation. Et n'hésitez pas à transférer, partager ce podcast dans votre entourage. Je vous souhaite, en attendant le prochain épisode, une très belle fin de journée, soirée, et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant? Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.